Yo. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici c'est Rox et bienvenue dans What the Ciné, l'émission qui vous parle de cinéma. Alors préparez-vous votre petit popcorn sucré et salé, installez-vous bien et profitez du spectacle. J'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis accompagné de... de personne. Bonjour à tous. Oui, je suis seul ce soir, messieurs, dames. Malheureusement, voilà, mes collègues sont malades. Enfin, pour la plupart, sont malades. Et je vais devoir me débrouiller seul ce soir ça fait longtemps que j'ai pas fait de What the Ciné seul. Hello Seven. Ça fait longtemps, Seven, dis donc, sur What the Ciné. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Voilà, déjà une bonne journée, ça peut être pas mal. Voilà, il faisait beau, il faisait chaud. J'espère que vous êtes bien hydratés, parce que c'est le plus important. Oui. Bref, oui, ce soir, pas accompagné ni de John, ni de Thibaut, ni de Sidi, que j'embrasse très très fort. Et oui, bon, ce n'est pas grave, mais bon, je tâcherai de vous faire passer un excellent moment. Bon, au moins vous aurez des critiques, mais unanime, hein, il y aura personne pour me jeter du sel, il y aura personne pour me dire que j'ai de mauvais goût. Enfin bon, bref, voilà, vous commencez à comprendre l'émission. Bref, alors ce soir nous allons parler. Alors oui, j'ai l'impression de parler à nous, mais non, je vais vous parler de quelques films, 4 films que j'ai sélectionnés pour vous, ladies and gentlemen. Alors, il y a eu quelques petits changements. Au départ, The Creator ne devait figurer que lors de la prochaine émission. Mais il s'est passé que pour le changement de film et vu qu'il manquait des personnes, j'ai dû improviser. Et donc ce soir, en avant-première, non, bon, c'est pas en avant-première, il est sorti il y a 2 jours, mais The Creator sera le tout premier film que je vais pouvoir vous faire la petite critique. Voilà. Alors plus ou moins, hein, attention, hein, je l'ai vu que cet après-midi avec Maximouille. Voilà, peut-être qu'il viendra sur le chat. Donc du coup, ça va être bien. Ah, comment ça va être bien. Bref, ensuite, nous allons parler du dernier film de Pierre Gondry avec Pierre Ninet. Il s'agit du livre de la solution, le livre des solutions, voilà, de préférence, sorti il y a 2-3 semaines quand même. Hein. Donc du coup, il y aura quand même des choses à dire sur ce film, mine de rien. Ensuite, on va parler d'un film qui, je pensais pas en parler, mais j'ai eu un véritable coup de cœur sur celui-ci. Il s'agit d'un métier sérieux, sorti il y a 2-3 semaines, me semble-t-il. Et au départ, je devais parler aussi de Acide, le dernier film de Juste Philippot, celui-là qui, le créateur, réalisateur de La Nuée, que j'ai beaucoup aimé, mais beaucoup moins aimé le deuxième film, Acide. C'est pour ça que j'ai préféré plutôt parler des films que j'ai plutôt appréciés ou des choses plutôt à dire. Voilà, après, si le temps le permet, pourquoi pas en parler un petit peu, soudainement parlant. Voilà, voilà. Et en film rétro, de la part de Thibaut Brock, il voulait qu'on parle avec l'équipe de Playtime, de Jacques Tati, sorti en 1967. Alors oui, 1967, ça fait quand même un sacré bail, voilà. La date de naissance de John Wick, voilà. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est au petit programme de cette soirée. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien posés en attendant les films. Bien évidemment, on va parler des actualités du jour. Et il faut que je vous parle de quelque chose. Malheureusement, il y a une nouvelle qui va
nous mettre vraiment un petit cafard. Aujourd'hui, on a appris, aujourd'hui, cet après-midi, le décès de Michael Gambon, un truc du genre. Putain, mon accent anglais est dégueulasse. Bien évidemment, notre acteur de euh, Albus Dumbledore est décédé à l'âge de 82 ans. Alors oui, ça fait toujours un petit quelque chose de, de voir un acteur qu'on a connu, en tout cas à partir du troisième film Harry Potter jusqu'au 7 partie 2, c'est toujours quelque chose. C'est comme grandir avec quelqu'un qu'on connaît depuis tout petit et que là, bah, tu te dis, ah, ça fait quelque chose. Voilà. Bon, bien évidemment, il n'a pas que interprété Albus Dumbledore, mais c'est un de ses plus grands rôles qu'il a eu. Il a aussi joué dans des épisodes spéciaux de Doctor Who. Voilà, que je n'ai pas encore vu, mais ça devrait point attendre. Donc du coup, voilà, c'était, voilà, juste une envie de lever notre baguette. Hop. Bon, j'ai qu'un stylo. Attendez, j'ai peut-être quelque chose. Voilà, avec la baguette. Attendez, j'ai peut-être quelque chose. Voilà. Je vais lever ma baguette. Voilà. Alors, je mets la musique dans ma tête. Et je lève ma baguette pour cet acteur qui a été incroyable et qui nous a accompagnés jusqu'à peut-être jusqu'à début d'adulte. Voilà, ça fait quand même un petit quelque chose. Voilà. Alors, en autre. Alors, non, ça, c'est pas ça. Voilà. Ensuite, bon, je sais pas s'il y a d'autres films ou de séries que vous l'avez vu. En tout cas, voilà, petit hommage à cet acteur. Voilà. Avant de passer au gros truc de grosse news qu'il y a eu, on va parler du studio A24. Ah, le studio A24 qui notamment a réussi un joli coup début d'année en ayant pas mal d'Oscars, de statuettes et tout. D'Oscars, il me semble que c'est si, ouais. Avec Everything Everywhere All at Once, voilà, hein, il me semble qu'il y avait aussi, si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises, et ben, il y avait aussi, je crois, des films comme Hérédité. euh, Me semble-t-il qu'il y avait ouais, Hérédité et Midsommar, si je ne dis pas des conneries. Hello Marion, comment tu vas? Euh, Bonjour à tous, je suis en retard ou toi en avance? Oh les deux. Oh, je me suis dit, allez, ça passe quand même, ça passe quand même. Bon, j'espère que John va bien. Voilà, j'espère qu'il est en train de bien dormir. Voilà. Comment tu vas, ma chère Marion? Alors, le studio A24, que vous connaissez évidemment avec Everything Everywhere ou d'autres films, le studio serait en tête pour acquérir les droits de la franchise Halloween auprès du Miramax. Alors, A24, voilà, je vous dis tel quel, A24 est aussi sur le point de produire la série Crystal Lake prévue pour 2024, qui serait le préquel de Vendredi 13. Alors, je ne suis pas, comment dirais-je, un grand fan de Vendredi 13. Hein. Je crois qu'en Vendredi 13, je pense que j'ai vu deux films à tout péter. Je crois que j'ai vu le remake de 2010. J'avais plutôt apprécié. C'était nul, mais bon, quand t'es un adolescent en cherche de sensations fortes, et ben tu dis un remake. Oh, ça passe, ça passe, ça passe. Mais bon, donc du coup, le studio A24 est sur le point d'avoir les droits sur Michael Myers Halloween. Donc du coup, ce que ça dit, il s'agit que, ben, comment dirais-je, qu'on va avoir encore des remakes d'Halloween
Surtout que le remake de Halloween, c'est pas si vieux que ça, hein. C'était de 2018. En tout cas, moi, j'avais beaucoup apprécié à la sortie de 2018. C'était un très très bon remake, une suite directe du 1. Et ensuite, c'était un peu plus chaotique. C'était pas bien. Le Kills et le Ends étaient vraiment nuls à chier. Mis à part les intros, c'était cool. Moi, ça va bien. J'espère que toi aussi et que tu survis malgré les épidémies. Seahawks, les Warriors, bien évidemment. Hein, Monsieur John, apparemment, il est malade, mais c'est juste qu'il avait la flemme de me contredire sur des films. Voilà, non mais on le sait. Voilà. Bon, surtout qu'il va voir la rediffusion, ça va être très drôle. Hello Mishashi, bonjour à toi Maximouille, como estás de la casate fort, enfin depuis tout à l'heure quoi, depuis le créateur que j'ai vu avec toi, bien évidemment. Donc du coup, Miramax est sur le point de vendre à 1,24. Alors, pour moi, A24 est plutôt une bonne boîte. Normalement, c'est une boîte indépendante. Je pense qu'elle va pas mal grossir et surtout que ils font de plutôt bons films. Mine de rien, ça a l'air plutôt très très cool. Donc voilà, malgré que un petit regret, c'est que encore des remakes, encore on déterre encore Michael Myers, on déterre encore des anciennes stars, stars entre guillemets. J'espère que tu vas bien, Michachi d'ailleurs. Euh, Pourquoi je parle de déterrer et Michachi à côté, ça, rien ne va. Et Stabbing, comment t'es Bing, c'est très très bien. Alors, moi j'aurais préféré vraiment, j'aurais préféré avoir de nouvelles licences avec peut-être de nouveaux personnages, de nouveaux tueurs et tout. Même si on doit faire des références euh, à divers licences, comme The Creator, mais j'en parlerai tout à l'heure, bien évidemment. Euh, le truc, c'est que je trouve ça un peu dommage qu'on déterre encore des légendes, les légendes des années 80, pour les remettre en boîte encore et les user encore à la façon Disney. Voilà. Je sais pas, je suis pas dans ce chose-là, monsieur. Ah non, mais je sais pas, moi je dis ça, je dis rien, voilà. Enfin voilà, c'était la petite news, en tout cas pour ce qui est du futur, vieux futur de l'horreur. Donc attendez-vous à avoir des news de Myers d'ici quelques temps. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, on va parler de la grève des scénaristes. Tin, 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 tin. Oui, enfin, la grève des scénaristes, c'est fini. Wouhou! Incroyable. J'espère que le son est bon pour vous, hein. J'espère que le micro n'a pas trop saturé. Euh, oui, c'est Roxane Gun, grosse gueule. Oui, oh, ça change pas, hein. Ça change pas d'un iota. Donc la grève des scénaristes est finie, mais ça change quoi? Alors, ça change pas mal de choses, mine de rien. Déjà, ça s'arrête au bout de 145 jours, 146 jours me semble-t-il. La grève est officiellement pris fin à minuit 1 ce 27 septembre aux États-Unis, heure de Los Angeles, et 9h01 en France. Bref, c'est pas intéressant. Apparemment, ça serait un accord historique, mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Alors, pour vous dire que au départ, les scénaristes étaient très sous-payés, avec aussi, il faut dire, très, alors le truc c'est que Hollywood faisait un peu n'importe quoi. Il faisait un peu n'importe quoi en genre tiens, tout ce qui est des IA, tout ce qui est des images de synthèse, j'en ai rien à foutre. Je veux absolument que vous scénaristes, vous développeurs, design, je veux ça dans les temps. Je les veux au bout de 3 mois. 3 mois, pardon. Et on va faire péter leur IA à la Cyberpunk à la retour. Oui, totalement, totalement. Hello Lolo, comment tu vas depuis hier? Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que dit l'accord?
Et ben l'accord dit que, premièrement, le WGA aura enfin le droit de connaître les statistiques de visionnage de chaque programme. Oui, parce que les plateformes telles que Netflix, Amazon, Disney et compagnie ne donnaient pas du tout accès aux statistiques de visionnage et ben, à leurs employés et à genre que toutes les personnes qui travaillaient sur les projets. Donc c'était un peu flou et donc tu savais pas si réellement le programme marchait ou pas. Vous savez très bien, par exemple, que Netflix, vous savez, votre Netflix préféré qui, par exemple, on fait, par exemple, waouh, et ben la première saison a super bien marché, waouh, et ben on va faire une deuxième, ah ben ça peut moins marcher, bah ouais, mais l'histoire, ah ben on s'en fout, on coupe tout et on annule. Voilà, donc du coup, toutes les personnes qui travailleront sur ce projet-là, toutes les personnes auront droit à de voir toutes les stats. Où est-ce que ça bidait, où est-ce que ça marchait et tout. Donc c'est très bien si... Bon, là je vous parle de chiffres, mais ce qui est le plus important, un des plus importants, c'est désormais les bonus. Il y a quoi Alors j'avais oublié de dire, désormais si un programme est vu par au moins 20% des abonnés américains, seulement américains, d'une plateforme pendant les 90 jours de diffusion, les scénaristes obtiendront un bonus de 50% sur leur paye. Donc, imaginez, hein, ils gagnent 1000 $. Si la série marche très très bien, enfin, en tout cas, oui, très très bien, et ben, ils gagnent 1500 $. Et franchement, c'est très très cool. Voilà, ils pourront manger à leur guise et ça fait plaisir. Aussi, dans les bonus, ils seront désormais divisés par rapport à la propriété étranger. Ce nouveau système augmentera les revenus liés au résidu de 76% à l'heure actuelle. Waouh, c'est énorme, mais c'est tellement bien. Franchement, ils étaient payés au lance-pierre, là, et franchement, ça fait extrêmement plaisir que cette grève a eu enfin une débouchée sur pour les scénaristes. Et heureusement que les acteurs s'y ont mis. Je reviendrai pour les acteurs. Je reviendrai. Il y a aussi, évidemment... Ah mon dieu, quelle horreur, hein. Ah mon dieu. Sachez que c'est le héros préféré de John Wick. Il faut absolument que vous envoyiez cette image-là sur le compte X Twitter de John. Voilà, vous me remercierez plus tard. Alors, l'IA. Ah, la fameuse IA. Vous savez, on en parlait encore il y a pendant pas mal de temps chez l'équipe What the Ciné sur l'IA. Et ben franchement, l'IA, et ben c'est très très cool parce que l'IA ne sera pas du tout mis dans les projets des futurs films d'Hollywood. Alors, c'est un peu plus vague que ça, enfin c'est un peu plus compliqué. L'intelligence artificielle ne peut être utilisée pour écrire ou réécrire un travail littéraire. Ce qui est écrit par une IA ne peut être considéré comme la source d'un projet et ne peut donc pas mener à la division d'un salaire d'un scénariste. Une IA ne peut pas prendre de salaire ou réduire celui-ci d'un écrivain. Et c'est grave cool, c'est terriblement bien qu'ils utilisent plus ce genre de thème. Euh, D'ailleurs, concernant par exemple, je vais prendre, je sais pas, une série Marvel, Secret Invasion, par hasard, l'intro, il me semble que l'intro et le ending de cette série eh ben, a été fait en IA. C'est pour ça que ça manquait un peu d'âme. Peut-être, est-ce que vous voulez peut-être voir la vidéo du générique de Secret Invasion? Peut-être. C'est la première fois que j'entends que les grévistes ont été entendus. Eh bien non. Alors oui, pour toi, c'est la première fois. Mais en fait, sache qu'en 2008, il y a déjà eu une grève des scénaristes. Ça a duré plus de 100 jours, à peu près pile poil, hein, ou à peu près. Et ben, ils ont gagné face à Hollywood. C'est la deuxième fois qu'ils font grève. Et la deuxième fois, ils ont réussi à gagner face aux géants. Et ça, c'est carrément trop bien. C'est nous qui sommes payés à coup de lance-pierre, c'est Rox. On devrait peut-être faire grève au boulot. Ah, c'est pas mal ça.
Alors, ouais, mais on n'est pas scénariste. Ah, c'est dommage. Ah, c'est triste. donc du coup, donc du coup, au revoir Elia, c'est très bien. Les scénaristes ont gagné. Franchement, je suis hyper content et on n'aura pas ce genre de film vraiment tout lisse d'une IA dégueulasse. Donc, franchement, ça fait plaisir. Un scénariste a le droit d'utiliser l'IA lorsqu'il écrit, si l'entreprise y consent et conditions qui respectent les politiques de l'entreprise. Mais l'entreprise ne peut pas exiger que le rédacteur utilise un logiciel d'IA, par exemple ChatGPT, lors de l'écriture d'un scénario. Alors, ils peuvent céder, ils peuvent, voilà, mais l'entreprise n'est aucunement pas du tout dans l'obligation de le faire. L'entreprise doit divulguer à l'auteur si les documents qui lui ont été fournis ont été générés par une IA et se réserve le droit d'infirmer l'exploitation du matériel des auteurs et entraîner. Ouais, 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 effectivement, effectivement. En plus de ce point majeur, le salaire minimum ont pour plupart été augmenté de 5% dès maintenant et augmenteront à nouveau de 4% en février 2024 et de 3,5% en février 2025. L'assurance maladie est... Ah oui, c'est vrai qu'ils n'avaient pas d'assurance maladie, ou alors très très peu, les scénaristes. Ça veut dire que, ben, imaginez, vous travaillez comme pas possible pour un film, un gros blockbuster, vous tombez malade, vous êtes payé au lance-pierre et voire même vous êtes payé à vraiment, mais pour un rien. Et c'est archi dommage comme ça. Vous voyez vraiment que ça peut mener ce genre de contrôle. Voilà. Donc ils ont des mutuelles et ça augmente de 5%, 4%. Et en fait, c'est vraiment sur 2 ans. Et l'accord, me semble-t-il, est renouvelable tous les 3 ans, me semble-t-il, ou tous les 5 ans. Je ne sais plus, mais en tout cas, ils peuvent toujours, tous les scénaristes et entreprises, tous leurs contrats, etc., peuvent être évolutifs tous les 3 4 ans et tout. Voilà, si me semble-t-il, si j'ai bien compris le schmilblick. Voilà, j'ai dit le mot schmilblick dans cette vidéo. Incroyable, voilà. Non mais John, tu me manques. Reviens, putain, je dis des conneries. Ah oui, avec le niveau de vie actuel, bien entendu, hein, 5000, mais sans augmentation du coup, ah oui, 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 mais complètement. Ah, bien évidemment, bah oui, avec l'inflation, tutti quanti, voilà. Bref, voilà, je parle, mais c'est très, 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 très bien. Il y a quoi d'autre? Les acteurs, actrices. Alors, évidemment, il ne faut pas oublier que, évidemment, les scénaristes, c'est terminé. C'est terminé pour ce qui est de leur grève. Par contre, les acteurs et actrices sont toujours en grève et nous pouvons désormais espérer une victoire de leur côté également. Effectivement, ils sont en grève. Alors, je n'ai pas vu le pourquoi du comment ils sont en grève et je pense que c'est par rapport à des droits et tout. Je ne pense pas que ça va être pour les grandes stars et tout. Je pense que ça va être vraiment pour des acteurs, pour des gens un peu sous-payés aussi, tu vois. Donc du coup, ça va être bien. Donc tout ce qui est des films encore à gros budget, par exemple, je sais pas, je vais dire Deadpool 3, qui normalement est encore en stand-by, et ben pour l'instant, c'est pas trop ça pour l'instant. C'est pas trop ça. Euh, le truc aussi, il faut attendre encore, je pense, allez, pour avoir Deadpool 3, toujours par exemple, ça sera fin 2024, début 2025. Tant qu'il y aura toujours une grève dans ce genre de situation, les projets seront toujours en retard. Bon, et en parlant de projet, si ça vous intéresse toujours, House of Dragon et la série, la saison 2 est terminée. Il n'y a plus qu'à mettre en post-prod, ça marche. Voilà, ça sera en temps et en heure, vu que c'est une série qui n'est pas soumise à l'exploitation américaine. Voilà, il me semble que c'est plus exploitation anglaise. Donc voilà, je parle de série. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas parlé de série ici. Bref, alors, donc du coup, voilà, je vous donne vraiment à peu près les détails qu'il y a à propos de la grève des scénaristes. Voilà, et je pense d'ici 2 semaines, on en aura un peu plus, on en aura un peu plus sur la fin potentielle de la grève des acteurs, parce que sans acteurs, pas de film. Pas de palais, pas de palais.
Voilà. Ah, il y en a qui ont la référence, ça fait plaisir. Bref, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est très très cool. Alors, je vous rassure, il n'y a pas ce genre de problème-là en France. Voilà, parce que c'est géré différemment. Il n'y a pas ce genre de problème. Entre guillemets, bon, les scénaristes, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Mais faudrait juste que je trouve comment ça marche. Voilà. Ou alors que j'interviewe une personne. Oh! Oh! Ouais, ça peut être intéressant, tiens. Allez, hop, je note pour peut-être une potentielle face cachée ou une interview. Voilà, ça peut être intéressant. T'inquiète, 300 balles par mois, t'es large. Ah, c'est large, bien sûr. Alors, ensuite, il y a quoi en news? Alors, eh ben, grève des scénaristes, c'est fait. Info sur Dumbledore, malheureusement, c'est fait. Voilà. Maintenant, je vais passer à la dernière actu. Et on va parler un peu d'actu, évidemment. Box office. Box office. Enfin, on va dire l'UGC des Halles, évidemment. Le 9h des Halles, pour savoir quel potentiel film qui sort cette semaine va faire plutôt bonne impression sur le marché français. Alors, The Creator est en première position avec 75 personnes qui l'ont vu dès 9h du matin. C'est très très bien. Et on va en parler. Je vais vous en parler de The Creator, vous en faites pas. Ça va être bing, ça va être très 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 bien. Voilà. Ensuite, me semble-t-il, Dogman, avec la présence du réalisateur Luc Besson, qui d'ailleurs, alors, moi, je vous le dis tout de suite, déjà, même dans 2 semaines, même dans un mois, nous ne parlerons pas du film Dogman de Luc Besson. Déjà par principe et tout. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bon, voilà, je vais faire une petite aparté, voilà, de ce que Luc Besson a fait et tout, et ses casseroles au cul. Voilà, je décide, et moi avec l'équipe, hein, je suis désolé, je vais pas en parler parce que voilà. Nous ne parlerons pas de Dogman. Voilà. Je suis pas ici pour parler politique. Voilà. Mais au vu de tout ce qu'il y a eu à, à propos de cette personne, euh, il n'y aura aucune critique. Voilà, je le dis. Aucune chose sur Dogman. Et si vous pouvez éviter d'éviter moi, je n'irai pas le voir. Si allez le voir, allez-y, mais bon. Voilà. La chose est faite, mais, on va parler quand même des gens qui vont aller voir. Bon, coup de chance, bon, c'est toujours compliqué, coup de chance aussi. Il y a aussi le procès Goldman, et non, je ne parle pas du chanteur, qui apparemment, si vous aimez les films à procès, avec des personnes... Alors, j'entends beaucoup de critiques qui disent que ce film est plutôt vraiment bien réalisé, un film de procès à la version, comme on va dire Anatomie d'une chute. D'ailleurs, j'espère que vous avez vu ce film. Ne tardez pas, il reste allez encore 2 semaines, 3 semaines. Allez le voir, Anatomie d'une chute, c'est vachement bien. Voilà. Sinon, je viendrai vous hanter. Voilà. Pour qu'on aille au cinéma. Et allez le voir, c'est vachement cool. Aucun rapport, mais en vrai, t'as une jolie gueule. J'ai jamais fait gaffe, mais voilà, parenthèse hors de contexte, mais très important. Attends, quoi Oh, arrête! Arrête, Michachi! Arrête! Donc, du coup, mais merci. Voilà. J'ai pas encore vu. Ah Lolo! Faut qu'on y aille, sinon je vais te hanter. Donc du coup voilà, c'était le point 9h des Halles. Donc du coup, si je dois vous aiguiller sur, allez on va dire 2 films, The Creator, je vais vous en parler dans quelques instants, et le procès Goldman, voilà, ça peut être très intéressant. Ensuite, j'ai pas trop vu pour les autres, peut-être Club Zero qui a l'air cool.
Alors, toujours, hein, j'entends parler des critiques plutôt très très bien. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ah, et éviter les punaises de lit, hein, dans les cinémas, il y en a beaucoup à Paris en ce moment. Euh, oui, voilà, et j'ai fait le point, punaises de lit. Voilà, faites attention. Ah, et sachez, petite, petit aparté, bien évidemment. Si au cas où vous allez au cinéma, par inadvertance, vous avez, il y a des situations de punaise de lit. Veuillez enlever vos habits à l'entrée de chez vous et le mettre au feu. Ah non, c'est pas ça que je devais dire. De le laver directement. Voilà, ne sans passer par la case. Voilà, chez vous, vous allez à la laverie. Voilà. Il a l'air bien, mais je suis pas dans mon assiette. Je sais pas, c'est bizarre. Oh, sérieux? Oh, faut que je t'appelle encore, il y a pas de problème. Marion, le procès Goldman est mon prochain sur la liste. Ah, eh ben, je pense que le procès Goldman, eh ben, ça sera, je pense, une des prochaines critiques qu'on va faire dans What the Ciné. Et j'espère que John sera là. Oui, John, toi qui regarde certainement What the Ciné en rediff, oui, t'as intérêt. Voilà, et même d'autres. Voilà. Sinon, au cinéma à poil. Alors, j'ai entendu dire que il y a un cinéma qui le faisait. Je sais pas où, mais j'ai entendu dire. Ah oui, 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 bah. Et comme dirait le fameux docteur, allons-y Alonso. Hein. Flippant quand on va au cinéma tous les trois. Ah ouais, eh oui, non mais c'est surtout j'allais dire aux États-Unis. Non, c'est surtout à Paris, en tout cas, dans les environs de Paris. Voilà, vraiment. Ah oui, 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 complètement. Ah oui, 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 no joke, hein. Oui, 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 oui. Ah, complètement, bien évidemment, bien évidemment. Donc, du coup, voilà pour, évidemment, les annonces, les news. J'espère que, quand même, j'ai tenu pas mal de temps sur les news et franchement, sympathique, sympathique. Heureusement que vous êtes là, ça me fait plaisir. Allons faire grincer des chaises. Laureline, énorme. Titre, pardon. Alors, j'en ai fini, enfin, pour tout ce qui est de l'actualité. Maintenant, on va passer au plus gros de cette soirée. Il s'agit du premier film de cette soirée. Il s'agit, attention, de The Creator, évidemment. Attention, et c'est parti pour la bande-annonce. Quand la guerre a commencé, ils m'ont protégée. Ils ont pris soin de moi encore mieux que des humains. Ce sont pas des personnes, Maya. C'est juste un programme. Il y a 10 ans aujourd'hui, une ogive nucléaire a été lancée sur Los Angeles par l'intelligence artificielle conçue pour nous protéger. Il s'agit d'un combat pour notre propre survie. Sergent Taylor, la victoire est à portée de main. Mais les IA développent une arme surpuissante. Exécutez-la. Ou nous disparaîtrons. Avez-vous localisé l'arme? Oui, c'est une gamine. Toi, tu vas y aller au paradis. Non. Il y a que les personnes gentilles qui y vont. On est pareil. On peut pas aller au paradis parce que toi, t'es pas gentil. Et moi, je suis pas une personne. T'as une idée de ce que c'est? Pour l'instant, on dirait une gamine, mais elle grandit. Ceux qui auront l'enfant remporteront la guerre. T'es dans quel camp, hein? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Que les robots soient enfin libres. Je crois pas qu'on ait ça en magasin. T'aimes les glaces, Spy?
Alors, The Creator. Ah là 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 là. Ça me fout des frissons, cette musique, ça va très très bien. Alors, fallait la plomber la gamine. Ah, t'es horrible. Alors, le synopsis. Dans un futur proche, l'humain et l'intelligence artificielle se livrent une guerre sans merci. Un soldat américain, affecté en Asie, Joshua, est séparé de sa femme Maya au cours d'un assaut. Supposant que celle-ci est décédée, il rentre aux États-Unis complètement dévasté. 5 ans plus tard, l'armée lui demande de revenir sur le terrain, craignant qu'une puissante intelligence artificielle n'ait créé une arme permettant à l'Orient de gagner la guerre qu'elle livre à l'Occident. Sentant son utilisation proche, elle souhaite qu'il lui trouve... Qu'est-ce qui se passe? Il fallait le plombier. Je sais, oh putain, Michachi, arrête. Lorsque le colonel John Hallowell apprend à Joshua que Maya est peut-être en vie et qu'elle se trouverait dans une zone de combat, celle-ci trouve soudainement un nouvel enjeu dans cette mission, qu'elle avait tout d'abord acceptée à contre-cœur. Cependant, peu après son arrivée en Asie, il découvre que l'arme en question n'est autre qu'une petite fille de 6 ans prénommée Alfie. Dès lors, Joshua commence à remettre en question la conviction sur l'IA. Où est la vérité? Que lui a-t-on caché? Alors, du coup, j'ai été voir ce film avec Maximo ici présent dans les commentaires. Vous pouvez l'applaudir, hein, voilà, il a dû me supporter, le bougre. Alors, ce film, faut d'abord avoir un peu de contexte. Gareth Edwards, j'ai vu, je crois, un de ses premiers films. Il s'agit d'un film, d'une grande saga qu'il a fait, entre guillemets, avec Disney. Il s'agit de Rogue One. Rogue One, ça se passe entre Star Wars 3 et Star Wars 4, voilà, et on voit quand même une espèce de patte, quelque chose, une esthétique propre à lui, et un espèce de... Il arrivait à mettre de la science-fiction, à le rendre vraiment très très intéressant, et mettre ce genre de choses qu'on a très peu vu dans des œuvres fictives, c'est-à-dire l'espèce de grandeur des vaisseaux, l'espèce de gigantéisme qu'il y a avec de taille humaine à que ça soit monstre, que ça soit vaisseau spatial, vaisseaux spéciaux, etc., etc. Du coup, là, The Creator, Gareth Edwards, il s'est dit, tiens, je pose mes couilles, je mets ma main sur le projet, vous me donnez ce qu'il faut, vous me laissez 2 heures, voire même plus, et je vous fais un bon film. Eh ben, ça a pas loupé. Eh ben, franchement, alors déjà, il faut dire quelque chose. Ce film, il est incroyablement beau. Esthétiquement parlant, il est super beau. Vraiment, il y a une beauté encore dans les images, et franchement, ça fait plaisir à voir un blockbuster qui t'en met plein aux yeux, qui se fout pas de ta gueule, comme les Marvel. Pardon, je suis désolé, voilà, comme Ant-Man 3, She-Hulk. Bon, bref, mais bon, voilà, en même temps Disney, quoi. Et là, alors que les blockbusters nous ont habitués à avoir des budgets explosés à 200 millions, 150, 200 millions. D'ailleurs, le prochain blockbuster de Disney, Marvel, qui va être, il me semble-t-il, The Marvels, va avoir un budget colossal, de plus de 250 millions de dollars, et ça n'a pas l'air ouf quand même. Et là, The Creator a pour budget, évidemment, hein, c'est un marque de fabrique et ça marche très bien, 80 millions. C'est peu. Alors, ça paraît énorme comme ça, 80 millions, mais ça paraît tellement peu par rapport à par exemple des séries comme Stranger Things, Game of Thrones. Et là, Gareth Edwards arrive à mélanger le réel avec une patte incroyable, et franchement, il nous fait voyager. Franchement, quand j'ai été voir le film, j'étais pas... l'histoire était cool, mais j'étais
vraiment en train de voyager dans ce film. J'ai trouvé ça fabuleux. Vraiment, ça te fait vraiment pas voyager dans le futur, pas vraiment. Comment pourrais-je dire? Comment je pourrais bien choisir mes mots? Vraiment voyager quand le film te montre que tu es en Asie, tu es véritablement en Asie. Ça te change vraiment de la culture. Ah, c'est incroyable. Moi, je veux les 80 millions. Ah, mais moi aussi, hein. Même 40 millions, 20 millions, il n'y a pas de problème. Mais ce film-là, il était incroyable. Alors, mis à part la beauté. Oui, mais c'est Rox, la beauté ne veut rien dire si le scénario ne suit pas. Attends, t'inquiète pas, Popiette. Il n'y a pas que ça qui est bien. Alors oui, le scénario, c'est pas du revu, du réchauffé, c'est vraiment, c'est assez basique. Mais je préfère largement voir un film basique, avec un scénario plutôt assez basique, mais que ça soit recherché, que ça soit dans la mise en scène, que ça soit dans la beauté du paysage, vraiment que le réal arrive à nous transporter dedans et à avoir une espèce de personnage qui évidemment arrive à évoluer du début jusqu'à la fin, que Alfie qu'on voit au départ, on est vraiment... Oh, c'est vraiment un petit bout de chou. Tu ne peux pas le détester. Vraiment, il est trop choupi. Bon, je l'ai vu en VF, mais la voix VF, elle est trop... Ah, t'as envie de lui faire un câlin. Ah là là, c'est fabuleux. J'ai kiffé. Il y a quoi d'autre? Alors, je vais vous parler un peu de l'univers. L'univers est assez cohérent parce que l'univers arrive à relier un peu de notre passé, enfin le nôtre, plutôt le passé des États-Unis, avec son univers qui est très futuriste, mais pas trop. Ce que j'ai beaucoup aussi aimé, c'est que il y a beaucoup de références aux États-Unis des années guerre du Vietnam et Afghanistan. Dans le sens où, oui, en fait, regardez, on est des soldats, mais on se bat contre les IA parce que c'est des terroristes. Et franchement, quand tu vois par exemple une scène qui se passe dans des rizières, je sais pas, ça se dit, ouais, des champs de riz, je crois que c'est ça, hein, ou d'autres cultures, franchement, et quand ça bombarde, tu te crois vraiment, Garcia tu vas dire, ouais, ça fait penser au Vietnam, ça fait penser, vraiment, il a voulu faire un esprit critique, vraiment, une précision presque satirique sur le fait que l'armée américaine, ça se veut protecteur du monde, mais en fait, c'est juste déclencheur de guerre. Et ça, franchement, j'ai énormément aimé. Franchement, c'était très très bien. Mais non, il a l'air trop choupi. Elle a l'air trop choupi. Oui, je suis trop cruel avec cet enfant. Oui. Balle dans la tête, elle mourra sans... t'es horrible. Mais MDR, tu as vu le film? Mais bien sûr, j'ai vu le film. Bien sûr. Michaji, ça m'étonnerait. Mais bref, j'ai beaucoup aimé vraiment cette critique des États-Unis en tant que guerre. Et franchement, c'était très très cool. Alors là, je vous dis tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai bien aimé. Et je vais être un peu tatillonnant à la fin parce que, bon, il y a quand même quelques défauts. Quels petits défauts, hein, parce que, bon, il faut... voilà. Je critique un petit peu, mais il faut que je critique bien. Il faut dire les choses bien et les choses un peu moins bien. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et ce qui fait aussi la force insidieuse de ce long métrage, c'est que on voit des références. On voit des références à diverses œuvres de science-fiction, dont j'ai noté, et merci à Maximouille qui m'a dit certaines parce que j'ai complètement zappé. On voit des références à Total Recall, Star Wars, Detroit Become Human, Matrix, Real Steel, District 9, Chappie, Blade Runner et
j'en passe. Mais c'est pas le genre de référence à la Ready Player One. C'est pas des références un peu putassiers, tu vois, pour faire avancer l'intrigue. Là, en fait, c'est plutôt des choses que on en a déjà vu ailleurs, qu'on a minimalisé. Et franchement, ça dessert complètement l'intrigue et l'univers du film. Genre par exemple, il y a une scène où, alors je me rappelle plus, il y a aussi une autre série sur Netflix qui était adaptée d'un bouquin où la mémoire d'une personne, si elle meurt, tu peux récupérer sa mémoire et elle dure pendant quelques temps. Ça, je me rappelle plus. C'est dans une série Netflix, mais ce support-là est intégré dans le film, mais assez différemment. Et c'est plutôt très très bien emmené. Et ces pattes-là, on ne peut pas dire que ça soit un plagiat. On peut dire que c'est des références, mais mis à sa sauce. Et c'est vraiment pas putassier. Et c'est tellement bien mis. C'est tellement bien fait. Franchement, c'est trop bien. C'est trop trop bien. T'as pas vu Oppenheimer du coup? Oui, enfin, retire l'emballage. On verra si tu trouves toujours mini. Ah là là. Bah, t'en sais rien, hein. T'es horrible. T'es vraiment horrible, Michachi. Bref, voilà. C'est le genre de film de film popcorn où, eh ben, le film te prend pas pour un con. Et où que le réal dit, il dit un gros « je t'aime » à la science-fiction. Et il vous dit « regardez mon film ». Franchement, vous allez prendre du pur plaisir. Alors, évidemment, il y a quelque chose d'intéressant aussi. C'est qu'on a l'habitude maintenant des blockbusters qui font une surcharge d'humour un peu dégueulasse. Un peu dégueulasse. Là, bon, évidemment, il y a quelques brins d'humour. Vraiment quelques brins. Ça passe. Voilà, ça passe vraiment. Mais, franchement, c'est très très cool. Vraiment, good vibe. Qu'est-ce que j'ai mis encore des références, l'univers satire, la fin surprise. Alors, la fin m'a un peu surpris. Mais c'était assez cohérent par rapport au début du film. Je m'attendais à une autre utilisation. Par exemple, dans les films, quand on voit un élément de l'intrigue au début du film et qu'on sait qu'il va servir à la fin, on appelle ça le fusil de Tchekhov. Je l'ai vu venir. Je me suis dit, ça va être utilisé comme ça. Je vous dis pas ce qui va se passer. Mais au lieu, je me suis dit, ils vont l'utiliser pour telle situation. Effectivement, cet élément-là va être servi, mais différemment, et ça m'a un peu surpris. Et justement, j'ai trouvé plus la fin très belle, remplie d'espoir. Alors, peut-être pour une potentielle suite, et franchement, ça me ferait chier. En one-shot, le film, il est très bien. Je verrais très mal qu'il y ait un second, voire même troisième film. Qu'est-ce que j'avais d'autre chose à dire? Film voyager, voilà. Et franchement, j'ai passé encore, et je vous le dis encore, un très bon moment devant ce film, un très bon film popcorn. Je sais pas si je le mettrais dans les tops, mais franchement, j'avais très peur au départ. Je me suis dit, bof, je vais peut-être aimer, mais sans plus. Ben non, je suis ressorti avec des étoiles dans les yeux. Et franchement, ça fait plaisir ce genre de film. Franchement, ça faisait tellement longtemps qu'un blockbuster américain m'avait pas fait autant ressentir de l'admiration d'un film, de quelque chose que j'ai pas vu les plus de 2 heures passer. Franchement, c'est trop cool. Bon, là, je vous parle de quelque chose de positif. Ça, c'est cool. Mais évidemment, vous connaissez votre Spherox national préféré. Il faut que je vous parle quand même que je pinaille. Voilà, je vais pinailler sur certaines choses. Je trouve ça dommage que avec les personnages, en tout cas avec l'armée américaine, en fait, ça fait du genre... on est les Américains et on tue des IA. On tue des terroristes.
le cliché américain que t'as maintes et maintes fois vu. Voilà. C'est un peu navrant qu'il n'y ait même pas de nuance. Le seul personnage... Non, les seuls personnages qui sont un tant soit peu nuancés, c'est les deux stars du film. Voilà, voire même un peu plus. Là, c'est un peu dommage que le réal nous ressort de tels clichés pour un film. Alors oui, il n'a pas voulu trop s'emmerder. Il a dit, tiens, je vais prendre les héros, je vais les faire confronter avec la guerre, qui d'ailleurs, il y a du sang. Voilà, j'avais oublié de vous dire, mais il y a quand même du sang et les horreurs de la guerre, c'est plutôt bien intégré dedans. Voilà, c'est pas je te tire dessus, t'as rien, quoi, c'est du paintball. Là, ouais, il y a quand même quelques scènes. Waouh, ok, c'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Bref, le manque de nuances sur les personnages, en tout cas sur les Américains. Et si je dois aussi pinailler sur d'autres aspects du film, ça serait l'aspect du manque, comment je pourrais dire, manque de séquence. Je pense qu'il manque facilement 10-15 minutes pour qu'il y a des séquences qui s'enchaînent bien. Alors, je m'explique. En fait, il y a un truc que j'aime bien dans les films, c'est quand il y a des séquences qui, par exemple, qui te permet d'enchaîner des phases. Genre, par exemple, action, l'action, ensuite tu parles, ensuite action, où il y a une transition. Et là, il y a certaines scènes où je me suis dit, il y a des choses qui ont été cutées. Il y a, par exemple, il y a des choses qui vont un peu trop vite. Un peu trop vite dans le sens où les gens se téléportent un peu vite et tu comprends pas le pourquoi du comment. Je ne saurais pas comment vous bien l'expliquer. Bon, par exemple, je prends une scène. Ils sont dans les champs, ils vont sortir, ils vont aller voir une autre personne, une personne clé pour la suite de l'aventure. Le problème, c'est que, je sais pas, il manque quelque chose. Il manque quelque chose à une relation entre les deux stars du film pour que dans l'autre séquence, il le regarde différemment. Je sais pas, il y avait un truc qui collait pas entre les deux scènes. J'ai dit putain, il manque une scène, il manque quelque chose, il manque de la profondeur. Il y a un truc, il manque une séquence. Voilà. Mais mis à part ça, bon, il y avait aussi peut-être la fin qui est un peu incohérent où il y a deux personnages qui se retrouvent dans un vaisseau. Tu te dis, mais comment ils ont fait pour se retrouver comme ça? Pourtant, le vaisseau est grand. Enfin, voilà. Tu comprends le pourquoi du comment ils veulent. Le film veut qu'ils se réunissent, mais il manque un truc pour dire tiens, point de rendez-vous. Là, c'est un peu facile. C'est un peu comme. Je suis désolé, là, je vais faire un scandale quand je vais dire ça. C'est un peu comme dans Jurassic World 3. Je suis désolé. Oh là là, je suis en train de prendre l'exemple sur ça. Où les personnages se retrouvent au bon moment, au meilleur endroit. Sans explication logique. Voilà. Ouais, je sais, je suis en train de comparer un très bon film avec cette merde. Je suis désolé. Ah. Enfin bref. Tout ça pour vous dire, je pinaille un peu. Parce que, voilà. Mais, The Creator, c'est quand même vachement bien. C'est vraiment, je vous conseille de cette sortie. Elle est vraiment, ta gueule, c'est magique. Magie. Donc du coup, ouais, j'ai beaucoup apprécié, vraiment. Voilà, mis à part quelques pinaillages. Ouais, vraiment, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Franchement, c'est très bonne découverte. Je sais pas si... Je me répète, hein, Papy Xerox, hein, voilà, mais
allez le voir, franchement, il est très très cool. Et je sais que Lolo, ça va te faire plaisir de le voir. Et bon, éventuellement, si j'ai du temps, si tu vas le voir, on se voit un coup après, il n'y a pas de problème. Voir même Anatomie d'une chute aussi. Bref. Donc du coup, allez-y, let's go les amis. C'est vachement bien. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions pour The Creator... Quelle c'est magique. Ok, je sors. Oui, effectivement, tu sors. Bref, messieurs, dames, j'en ai terminé de ma critique sur The Creator. Vraiment, franchement, allez-y, foncez. Ça a l'air cool. Voilà. Voilà, bon, je parle, mais je m'assèche, mais j'arriverai à tenir. Bref, il est grand temps que je vous parle du deuxième film de cette soirée. Il est grand temps que je vous parle le livre des solutions de Michel Gondry avec Pierre Ninet. C'est parti pour la bande-annonce. Chantez quelque chose, ça sera plus naturel. Chantez. Là, c'est comme ça qu'on fait des films. Ça vous plaît pas? On arrête le tournage. Plan B. Oui, plan B. On va finir le montage chez la tante de Marc. Désolée de vous embêter avec ça, Denise. Mais là, on est au point mort. Il faut être patiente et l'aider à retrouver son chemin. Il fait un documentaire sur une fourmi. Ça fait 2 jours qu'il fait que ça. Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver. Scotch! Le livre des solutions. C'est quoi le livre des solutions? Le livre des solutions devait être un recueil de réponses à tous les conflits. Mon chef-d'œuvre. Qui s'était arrêté au titre. Démarre ton projet. Fais ce que tu veux. Bienvenue dans ton camiontage. Tu tournes le volant à droite. Et pour couper? Tu klaxonnes. Apprends en faisant. Il a l'air vraiment bien ton film. Et à l'arrière, on installe les producteurs. Ils peuvent rien voir, là, les producteurs. Voilà, exactement, c'est ça. C'est du jamais vu. Si c'est du jamais vu, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée. Vous allez interpréter mon corps, c'est tout simple. Ça va aller. Tu t'en sors bien. Il y a des victoires tellement éclatantes qu'elles n'ont pas besoin de voix off. Alors, hop, scène numéro 2, voilà. Ah mais, oh, c'est prévu. Oh, Pierre Ninet, oui, Pierre Ninet, qui est très très bon dans ce rôle. Alors, attendez que je ne fasse rien de méchant. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Alors, Marc s'enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par 1 million d'idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l'écriture du livre des solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ces problèmes. Alors, le film est sorti il y a 2-3 semaines, voilà. Alors, c'est le tout premier film de Michel Gondry que What the Ciné traite. Donc du coup, je n'ai jamais, je pense, vu un film de Gondry de toute ma vie. Je crois, hein, je suis pas sûr. Mais le truc, c'est que on m'a énormément vendu ce film. Comme quoi, il était hilarant. Pierre Ninet est incroyable. Oui, il est très très bon, hein, Pierre Ninet. Je trouve que c'est un des super comme acteur, vraiment. Pierre Ninet, si tu passes par là, viens quand tu veux. Hein, j'aimerais beaucoup discuter avec toi. Ouais, en professionnel, bien évidemment. Alors, ce film, j'ai eu énormément de mal. Vraiment, comment pourrais-je vous dire ? J'ai eu énormément de mal avec ce film parce que, à cause de Marc. Pardon, désolé, c'est flambeau. Trop vu la série. Le personnage de Marc, je l'ai trouvé horrible, odieux, toxique.
Mais c'est pas un ami, ça. C'est vraiment pas un ami. Voilà. Je me suis tellement ennuyé que je me suis même endormi. Oh, dur. Oh, coup dur. Oh, le coup dur. Euh, moi, me marier avec toi, c'est professionnel là aussi. Ah, oui, bien évidemment. Seulement professionnel, Lolo. Tellement décevant par rapport à Internet Sunshine. Il faudrait que je me le remate, celui-là. Alors, le truc, c'est que, de mon point de vue, pour moi, qui aime beaucoup tout ce qui est les films un peu sociaux, voilà, que on peut s'intéresser aux personnages, leur évolution, qu'ils apprennent quelque chose, ou peu importe, ou l'aventure soit épique, faut que quelque chose me plaise. Il y a quelque chose me fasse ressentir me fasse ressentir un sentiment de progression, un sentiment de quelque chose qui peut se rapprocher de ma personne, ou au contraire, pas du tout, mais quelque chose qui peut être intéressant en soi. Je parle Pierre Ninet, hein. Bien évidemment. Sur Rox, on va faire des choses professionnelles. Ah, mais non, je peux. Moi, mais je ne peux pas être objective. Ah, bien évidemment. Le problème, c'est qu'avec ce film, oui, vraiment, le personnage de Pierre Ninet, certes, il s'est très bien joué, Pierre. Mais j'ai pas du tout apprécié. J'ai vraiment pas du tout apprécié le fait que, on suit quelqu'un. Alors, ce quelqu'un-là est malade, hein, on le dit pas assez, il est bipolaire. Mais on nous le montre comme un gros connard. On nous le montre comme quoi il apprend pratiquement rien de ses erreurs. Et pourtant, pourquoi il apprend jamais rien de ses erreurs? Parce que ses amis, ses collègues, le protègent, le cocoon, voilà, c'est triste en fait. Et au départ, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3 fois. Mais en fait, ça se répète et il comprend pas. Et en fait, son objectif, c'est son livre, c'est son film. Mais toujours en allant droit vers le mur. Mais il ne comprend pas. Pour lui, il manipule. Pour lui, il ment pour arriver à faire son film. Quitte à être un full connard. Voilà. Il s'est bien joué, Pierre. Vous êtes intime, hein? Partage tes connaissances, Mathieu. Oui, chut. Voilà, c'est vraiment le très gros hic que j'ai avec ce personnage qui m'a complètement sorti du film, vraiment. Et j'ai même allumé mon portable, et répondu à des messages pendant le film. Je suis vraiment désolé, film, hein. Mais vraiment, tu m'as tellement énervé, tu m'as tellement sorti du film. Oui, alors là, j'entends les huées des gens. C'est Rox, tu critiques les films et pourtant Oui, mais je suis désolé, quand il y a un film qui te plaît pas comme ça, il y en a qui s'endorment bien, voilà. Mais au moins j'ai eu le temps de répondre à quelques messages. Voilà. Mais ça m'a tellement mis en colère. J'étais hors du film. C'est rare que je sors du film en colère. Enfin, je peux être en colère à cause du film qui était pas bien. Là, c'est juste, on suit le rôle d'un connard. Mais vraiment. Ah, c'est con. C'est chiant. Mais voilà. Alors, je donne vraiment comment dire, je donne tout mon petit côté venin sur ce film, mais il y a des choses à dire de positives. John avait une super interprétation du miroir, etc. Il voulait comprendre la symbolique d'une certaine mouche. Ça te dit quelque chose? Non, je vois pas trop. Faudrait qu'on en parle. Mais voilà, il est malade. Voilà, il veut. Non, mais de toute façon, les absents ont tort. Voilà. Donc, tu t'es ennuyé aussi. Alors, je sais pas si c'est de l'ennui. Je sais pas si parce que Pierre Ninet m'a tellement sorti du film que ça m'a fait chier. Alors, je voulais y revenir à ça. Il y a quand même des choses très intéressantes dans ce film. Il y a des choses plutôt bonnes et il y a des personnages secondaires. Certains
certaines personnages secondaires de ce film sont tellement touchants. Mais vraiment, ils apportent vraiment quelque chose que le personnage principal n'apporte pas. C'est-à-dire de la tendresse au récit. Vraiment, t'as envie de prendre le visage genre « Oh, t'es trop mignonne, arrête !» Et franchement, ça te dit « Waouh !» Il existe vraiment des personnes qui arrivent à nous émouvoir, voilà. Et c'est super beau. Genre, la tante de Pierre Ninet, Denise, enfin la tante de Marc, elle est trop choupie. C'est vraiment la grand-mère gâteau qui est adorable, vraiment, c'est super beau. Et il y a aussi une actrice qui joue super bien. Alors, attends, je vais vous dire ça. Oh là. Alors, attendez. Le livre des solutions, c'est une actrice qui est en vogue en ce moment, surtout sur le cinéma français. Alors, Blanche Gardin, c'est Camille Rutherford qui, franchement, elle est... Ah là là, elle est trop chou. Elle est vraiment trop chou dans son... Voilà, ces deux personnages, qu'il s'agit de Denise, la grand-mère ou la grande-tante, je crois que c'est ça, ou grande-tante ou bref, quelqu'un de la famille de Marc, et Gabrielle qui est l'amie aussi de Marc. Et bien franchement, elle est superbe. Elle est, je sais pas, il y a un charme aussi. Il y a une espèce de charme qui marche terriblement bien. Malheureusement, le problème, c'est que il y a deux personnages, dont Marc, qui vont se tourner autour. Problème, c'est que vas-y, on est tous les deux spéciaux, et du coup, vas-y, on est ensemble. Mais voilà, c'est ça que je reproche au film, c'est que le personnage de Marc, il a tout. Il a tout. Il a une cuillère. Il est un sombre connard on lui offre tout. Et il arrive à avoir tout ce qu'il veut. Bon, sauf un petit peu à la fin. Mais c'est complètement con. Et c'est dommage que la tendresse des deux personnages soit tellement minime par rapport à l'ego surdimensionné de ce personnage ingrat. Franchement, c'est horrible. C'est vraiment pas... C'est pas bien. J'ai le droit de m'endormir. Je suis pas critique ciné, moi. La vieille dame, oui, Denise. Ah bah oui. Donc voilà. Et on m'a... Alors, lors d'un podcast que j'entends, que j'écoute de temps en temps, il y en a qui ont beaucoup aimé le film. Alors, j'étais complètement à côté. Vraiment, j'ai dit, mais non, enfin, je ne comprends pas. Alors oui, on peut rire des situations. Évidemment, tu peux rire une fois, etc. Parce qu'il y a quand même des blagues assez drôles. Mais sinon, tu souffles très très fort. Et c'est triste. Et c'est tellement triste. Alors, c'est cool que dans le cinéma français, on nous met pas que des récits de déjà vus, de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, etc. Et les spin-offs, blabla et tutti quanti. On nous met quand même des choses intéressantes, effectivement, dans le film. Mais moi, je n'y arrive pas. Je suis désolé, à cause d'un personnage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais si vous voulez vraiment aller le voir, allez-y. Mais sinon, passez votre chemin. Voilà, j'en ai terminé pour la critique du livre des solutions. Je vais passer au troisième film de l'actualité et il va s'agir d'un métier sérieux. Et c'est parti pour la bande-annonce, messieurs, dames. Oh, hey, pas tout ça le temps. Allez, vous asseoir. Arrête, tu descends. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe?
Y a un problème? Non, non, on gère, c'est bon. Vous devez respecter le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair? C'est pas un surveillant, monsieur. Je suis le nouveau professeur de mathématiques. Pour Pronote, quelqu'un pourra me montrer? Bien sûr, je te montre à la récréation si tu veux. Ouais, moi aussi, je peux te montrer à la récré si tu veux. Ouais, moi, je peux te montrer après ou avant la récré. Ils sont très lourds, c'est normal. Ok, vous posez vos affaires par terre, on fait tout ensemble, on s'entraide, d'accord? Toi, t'as toujours voulu être prof? Sur tous mes bulletins, il y avait écrit ne fera jamais d'études longues. Mais finalement, je me débrouille. On change les équipes. Ça va mieux avec tes quatrièmes? Ils m'épuisent. Je les trouve même méchants par moments. Je peux savoir ce qui va pas? Mes cours sont chiants, mes cours sont plombés, les gamins s'emmerdent, et moi aussi je m'emmerde. Tu crois que tu sais, mais en fait, tu sais pas. Le pire, c'est que tu sais même pas que tu sais pas expliquer ce que tu sais. On distingue deux grandes catégories de volcans. Lesquelles? Moi, j'ai trouvé que votre cours était assez ennuyeux. And what kind of main course do you like? Si je suis prof, c'est pour eux, je les vois évoluer, je les vois grandir. Malcolm? Des hamburgers. In English, please. Moi, j'ai fait médecine pour faire plaisir à mon père, mais j'ai échoué. Moi, à ton âge, j'avais arrêté mes études, je faisais du surf à Biarritz. Toi, t'as toujours eu la vocation? Personne n'a là au début. Elle arrive quand t'es balancé dans un collège et puis que tu découvres que t'es à ta place. Vous savez s'il y a des frites? C'est le jeudi, les frites. C'est le mardi. Ça a toujours été le jeudi. Eh, les frites, c'est le mardi? Voilà. Mais mardi dernier, il y avait des frites, je suis désolé. Alors, hop, c'est parti. Il est où? Il est là. Voilà. Alors, coucou Michachi. Ah ben, elle se réveille. Alors, un métier sérieux. Alors, c'est la rentrée, une nouvelle année scolaire au collège qui voit se retrouver Pierre, Myriam, Fouad, Sophie, Sandrine, Alix et Sofiane, un groupe d'enseignants engagés et soudés, et se rejoint à eux Benjamin, jeune professeur remplaçant sans expérience et rapidement confronté aux affres du métier. À leur contact, il va découvrir combien la passion de l'enseignement demeure vivant au sein d'une institution pourtant fragilisée. Alors, comme j'avais dit au début de What the Ciné, je voulais faire Acide. Acide, le dernier film de Jude Philippot, où c'était un des films qui me tenait le plus à cœur. Mais étant donné que j'étais plutôt déçu du film, malgré ses qualités, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Et là, par inadvertance, j'ai vu, pas inadvertance, mais comme un film que je m'y attendais à rien du tout, j'ai vu Un métier sérieux lundi dernier. Et que fut ma surprise? Waouh! 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 Wouh! Incroyable! Vraiment. Alors, Un métier sérieux, c'est... alors, ça dit quoi, Marion? J'ai beaucoup aimé ce film avec une belle brochette d'acteurs. Par contre, il paraît que certains profs ont détesté. Pas assez valorisant pour la profession, d'après le style colonie de vacances. William, comme ils ont changé, c'est fou. Je viens de prendre un coup de vieux. Ah ouais, t'as vu ça? Incroyable! Alors, Un métier sérieux, je m'attendais à rien et franchement, j'ai été bouleversé. J'ai énormément aimé ce film où vraiment le spectateur a comme prise de vue généralement l'arrivée de Benjamin, qui est interprété par Vincent Lacoste dans un nouveau collège, pardon. Et vraiment, c'est le genre de film où ça te prend pas pour un con. Et oui, je le dis souvent, je le dis souvent. Thomas Lilti fait toujours les mêmes films, mais là, au moins, il change enfin le sujet. Je crois que j'ai jamais vu de film avec Thomas Lilti. Mais celui-là, j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment, les relations humaines étaient mises de l'avant. Et avec surtout les parcours de profs où tu vois vraiment l'engagement, tu vois vraiment tout ce que peut apporter un métier dans l'enseignement, que ça soit les bonnes choses, les déboires, et tu vois par exemple certaines scènes où on a tous été évidemment
au collège-lycée. Et on a tous eu ce regard enfantin du genre oh les profs sont chiants, il m'a mis un 0, ah je l'aime bien, mais l'envers du décor, vous avez jamais vraiment vu l'envers du décor. Est-ce que c'est des robots, est-ce que c'est ou est-ce que c'est des autres êtres? Ben non, finalement, ces personnes-là, c'est des personnes comme vous et moi. C'est des personnes qui ont appris le métier, qui ont une vie, qui adorent l'enseignement, qui, malgré les difficultés de la vie, que ça soit professionnelle ou autre, arrivent à quand même à tenir la barque, mine de rien. Alors oui, évidemment, on peut peut-être reprocher, en tout cas dans ce film-là, qu'il nous montre pas tout. Les difficultés de l'enseignement, comme quoi ça change beaucoup, que les élèves ils sont pas tous comme ça. Pour moi, j'ai pris ce film comme un lycée, peu importe, ça pouvait être un lycée, un autre et tout. Je pense que que Thomas Lilti voulait prendre un lycée plutôt assez général, dans le sens où on va voir tous les genres de types de profs. Vous avez vu, il se plein de types de profs. Faux, pardon, excusez-moi, j'ai fait une blague de merde. Mais pour être un peu plus sérieux, ce film-là m'a beaucoup marqué dans le sens où les profs, vraiment, ça peut être vous et moi. Et vraiment, on apprend vraiment le métier en même temps que le rôle de Vincent Lacoste, qui d'ailleurs, tous les personnages jouent terriblement bien. Il y a même, que ça soit Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos, Louise Bourgoin. Waouh, Louise Bourgoin. Waouh, j'ai eu des frissons, mais vraiment. William Lepgill, Lucy Zhang, voilà, et d'autres. Voilà. Alors, on pourrait reprocher au film que ils en fait pas assez. Il en fait pas assez sur les profs, sur leurs problèmes, que certains. Par exemple, on va prendre le sujet de François Cluzet. Bah alors, je suis pas ton fils. Pardon, je suis désolé. Je suis désolé. C'est la fameuse phrase. Bref. Sur, on va dire, la vie personnelle de François Cluzet dans le film. On en parle, on en voit un petit peu, mais c'est jamais vraiment abordé dans le film. Enfin, c'est abordé, on montre un petit peu, mais sans pour autant y aller à fond. On y va à fond sur Vincent Lacoste. C'est vraiment, le réalisateur voulait vraiment que le spectateur soit avec Vincent, vraiment. Pour les autres, c'est un peu plus expliqué avec Adèle Exarchopoulos, un peu plus avec Louise Bourgoin. Les autres, c'est un peu vas-y, je t'explique, mais sans plus. Et je pense que, pareil que pour The Creator, le film a été un peu, il y a des scènes qui ont été enlevées. Et c'est dommage parce que je pense ça aurait pu être intéressant avec le rôle de Fouad, avec Lucy Zhang, où il se passe un heureux événement, mais c'est sans plus, et c'est un peu triste en fait. Bref. Mais c'était quand même, mis à part ça, ce petit côté un peu laissé de côté pour certains personnages, j'ai été quand même scotché vraiment sur la façon, surtout une scène avec Louise Bourgoin qui arrive à peu près à la fin du film, où en fait, encore une anecdote de Xerox, je me rappelle au collège où j'avais une classe assez turbulente, il faut le dire. D'ailleurs, petite question pour vous, est-ce que votre prof, un de vos profs, vous ont déjà dit « Vous êtes la pire place que j'ai eue ». Moi, oui.
Et moi, j'aurais répondu pour l'instant. Et cette scène de Louise Bourgoin où, attention, spoiler alerte, elle fait quelque chose à un élève. Alors, bon, elle gifle un élève. Voilà, attention, spoiler. Et là, je me suis vu presque 20 ans en arrière. Oh là. Oh là là. Pourquoi je dis ça? Oh, j'ai pris un coup de vieux. Ah! Pardon. Presque des années plus tard. Voilà. Et du coup, j'ai vu cette scène en vrai. Et je peux vous assurer que c'est hyper choquant de voir ça. Et de voir ce film qui comme tu dirais, ce qui rend ça subtil, et c'est vraiment ce film rend vraiment plus humain ces rôles enfin, ce genre de profession où, bah, comment dirais-je, ben, nous, on a les yeux d'enfants, on a dit ah ça c'est un bon, ça c'est un mauvais prof, ah ça putain les devoirs c'est chiant, mais on n'a vraiment jamais eu ce côté, bah, de l'autre côté du miroir en fait. Et bah, alors si on l'a déjà eu, mais dans des films vraiment à la Kev Adams, les profs, où c'était vraiment nul, tu vois. Là, il n'y a pas vraiment de comédie. Alors évidemment, il y a de l'humour, mais c'est un peu de l'humour entre potes. C'est vraiment, c'est vraiment une bande de potes que tu vois, et tu as des délires avec, et c'est super bien emmené, c'est génial, c'est super. Et c'est pour ça que tu te prends vraiment d'affection avec ces personnages. Ou alors, il arrive un moment où il arrive un conseil de discipline. Et tu te dis, putain, j'aurais jamais pensé ça d'un prof. Tu te dis, mais waouh, un prof, oui, on entend beaucoup parler des profs, c'est des connards, c'est des vieux, etc. Là, la façon de voir les choses, waouh, j'y avais pas pensé, tu vois. Mais vraiment, je crois qu'il y avait un film Entre les murs ou un truc comme ça aussi où tu voyais l'envers du décor. Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, on en a parlé il y a 2 semaines lors de What the Ciné. C'est exactement ça. Mais c'est différemment. Donc, du coup, je suis vraiment ressorti de la salle où j'étais avec mon manger. J'ai pensé, j'étais comme ça. Putain, waouh. Waouh! Alors oui, c'est pas le film du siècle, mais je crois que je vais facilement le mettre dans mon top. Mais réellement, vraiment, pas dans le top 1, hein, top, voilà. Mais c'est le genre de film où t'es vraiment content de venir à l'aveugle et t'es content de ressortir. T'as le sourire. Vraiment, tu prends une grosse claque. C'est vraiment génial. Ah, et oui, un gros kiff sur Adèle Exarchopoulos, qui, je trouve, vraiment un putain de talent. Vraiment super. Voilà. Qu'on va retrouver aussi dans 2 semaines dans Le règne animal, qu'on va faire dans What the Ciné. Voilà, voilà. Je crois qu'il y a un film. Ouais, ça va. Donc, du coup, voilà, j'ai beaucoup apprécié ce film. Évidemment, hein, bon, j'ai pinaillé, évidemment, sur le fait que ben on voit peut-être pas assez sur certains personnages, alors que ça aurait pu être bien de dire de dire des choses plutôt intéressantes. Mais bon, ce n'est pas grave, c'était quand même très très cool à voir. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions et tout. Surtout, allez le voir. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Et pour les gens qui adorent le cinéma social, allez voir. C'est super, c'est touchant. Waouh. Gros coup de cœur, estampillé, Spherox. Oui, messieurs, dames. Oui. Bref, j'en ai terminé avec le film. Ouais, c'est bon, voilà. Avec le dernier film de cette année. Maintenant,
je vais passer au film rétro qui m'a été suggéré par Thibaut Brock, que j'embrasse très fortement. Il s'agit de Playtime de Jacques Tati, sorti en 1967. Et c'est parti pour la bande-annonce. Alors, hop, scène rétro. Alors, Playtime de Jacques Tati. Des touristes américaines ont opté pour une formule de voyage grâce à laquelle elles visitent une capitale par jour. Mais arrivées à Orly, elles se rendent compte que l'aéroport est identique à tous ceux qu'ils ont déjà fréquentés. En se rendant à Paris, elles constatent également que le décor est le même que celui des autres capitales. Je ne l'ai pas vu, mais trop de bonheur que vous critiquez un aussi vieux film. Oui, mais d'ailleurs, ouais, c'est Thibaut Brock que je lui ai demandé. J'ai dit, t'as pas un film rétro à passer? Parce que bon, t'es passé à l'émission et j'aimerais bien que. Bah, je sais que t'as de bon goût et j'aimerais que tu nous dises un film à voir. Et franchement, je crois que c'est un des plus vieux films que je traite dans l'émission. Et franchement. Je ne regrette pas de l'avoir vu. Alors, Playtime, c'est un film français, cocorico, messieurs, dames. Je l'ai vu hier. C'était une expérience. J'avais un peu peur. Alors, personnellement, j'ai très peur de m'ennuyer devant des vieux films. Vraiment, parce que les voix un peu rétro, vieux, ça me sort un peu du film. J'ai un peu du mal. Voilà, ce n'est que moi. Hein, voilà, il y a des choses à voir, tu vois. Mais Playtime a réussi l'excellent coup de me maintenir jusqu'à la fin. Pratiquement jusqu'à la fin. Hein, voilà. Et franchement, c'était plutôt très agréable à voir. Bon, quand tu vois le film, il n'y a pas véritablement de scénario. C'est ça qui m'a un peu déconcerté au départ. Tu te dis, mais ça mène où en fait? Je comprends pas ce que ça veut en venir. Eh ben, bonne nuit Lolo, des bisous, ciao ciao, faites beaux rêves. Eh ben, là, ce film, en fait, c'est vraiment, comme dit la bande-annonce, c'est vraiment une satire de tout ce qui est un peu de la ville, un peu des grandes villes, si on peut dire ça ainsi, où tout le monde se ressemble. Et d'ailleurs, ce qui est très bien, c'est que, vous voyez dans les bandes annonces, c'est que tout le monde est gris. Les bâtiments sont gris, les véhicules sont gris, sauf les gens, les bus de voyage, les Américains, les Américaines, etc. Et franchement, c'était très bien emmené. Tu te dis, ah, ok, tu vois, enfin, il y a une espèce de goût vestimentaire, il y a une espèce de code couleur que Jacques Tati a fait, et c'est superbement bien adapté. Alors,
Je vous parlais il y a quelques secondes que il n'y a pas véritablement de scénario. Ce n'est qu'une succession de scènes drôles, gags, enfin de scènes humoristiques où ça te permet de faire, je sais pas, pour moi j'avais plus vu ça à la Mr Bean parce que ce film, on n'entend pas beaucoup parler. C'est le secret de ce film et ce qui le rend très très fort, c'est par les gestes. Le film nous fait rire par rapport à la gestuelle, à la façon de faire les choses. Un peu à la Mr Bean, voilà. C'est pour ça que t'entends parler anglais, t'entends parler français un petit peu. Ce n'est pas grave. Même si tu t'y connais rien, tu comprends grâce aux faits et gestes. C'est intéressant et surtout que dans ce genre de de scènes, en fait, chaque scène, Jacques Tati a réussi à faire ce que presque plus personne ne fait, c'est que chaque séquence est un tableau millimétré. Il y a toujours quelque chose. En fait, il n'y a jamais vraiment un plan de face à face. Genre, quelqu'un va parler, ça fait caméra. Généralement, dans le film, c'est caméra là, tiens, je te filme là, hop, caméra 2, hop, tu parles au personnage 2. Voilà. Dans ce film-là, il y a un plan, toujours des plans d'ensemble. Tu ne t'ennuies pas. Tu ne t'ennuies vraiment pas dans ce genre de film. C'est comme un tableau où tu as toujours quelque chose. Il y a, par exemple, il y a des scènes qui, par exemple, la scène de l'aéroport, où ça commence avec un couple où tu les entends chuchoter et tout, mais il y a un truc qui se passe toujours en arrière-plan pour dire, attends, qu'est-ce qui se passe ? Il va se passer un truc. Et c'est évidemment, je dis bien pratiquement tous les plans de ce film, tu t'ennuies pas, c'est toujours millimétré. Il y a vraiment, pour faire un gag, il y a toujours un truc, et ça en fait la force du film, et c'est terriblement bien. J'avais mis quoi aussi, toujours quelque chose à l'écran, ça rend vraiment bien la scène. Évidemment, la satire des... pour moi, la satire, elle marche encore. Parce que là, on est à Paris, et lors d'une scène qui m'a un peu marqué, c'est que tu vois Paris, mais tu vois pas la Tour Eiffel. Tu te dis, putain, c'est étonnant, t'es à Paris, t'es à Orly, on t'emmène à Paris, tu vois pas la Tour Eiffel. Et tu la vois seulement avec un espèce de cadre avec une fenêtre, de porte vitrée, où une personne regarde la porte vitrée, qui regarde ça fait reflet sur la Tour Eiffel qui est très belle, qui éblouit vraiment la porte vitre, et en fait, tout redevient gris parce que tout le monde se ressemble, tout le monde est dans ce genre d'univers où ça manque de personnalité. Pour moi, je l'ai vu comme tout le monde, toutes les personnes se ressemblent, et ça rend très fade. C'est pour ça que quand t'as les touristes qui sont là, et ben tu te dis, c'est bizarre quand même, on est en couleur, et il y a un truc qui ne va pas dans cette ville. Mais au lieu de faire vraiment du genre, regardez les méchants parisiens, non, ça le détourne en humour, et ça marche bien. Pas grâce aux paroles, ou alors très peu aux paroles, mais grâce aux gags mis dans ce film. Et franchement, c'est super bien. Et d'ailleurs, petite anecdote, si vous voyez ce film là a été construit vraiment de toutes pièces. Dans le sens où Jacques Tati s'est endetté jusqu'à pas mal d'années pour terminer son film. Et ce qui est le plus triste, c'est que ce film-là a fait un bid monumental au box-office quand il est sorti. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait en juillet 1967, mais il a bidé. C'est ultra dommage, parce que il y a vraiment quelque chose de recherché, et c'est triste. C'est triste que ça a bidé, mais c'est le genre de film où ça a marqué les esprits. C'est pour ça qu'il est ressorti en 4K il y a
pas mal de temps. Et je vous conseille de le voir. Alors, il me semble qu'il est sur Canal+ VOD, un truc du genre. Peut-être à la rigueur sur Prime Video, ou alors peut-être sur d'autres plateformes. Moi, je l'ai vu grâce à un lien privé de Thibaut Brock, que je remercierai jamais assez. Et franchement, c'était plutôt agréable. Après, mieux vaut pas être distrait par... il faut être vraiment dans une salle avec un bon écran, voilà. Il faut que personne ne vous dérange parce que il faut pas rater une miette. En tout cas, de tout ce qui est des scènes, c'est super bien. Alors j'imagine là Marion en train de noter. Attends, il faut que je le vois. Enfin bref, voilà. C'est hyperment bien fait. Voilà. Il a fait un bid, mais ça reste une référence. Oui, complètement, comme beaucoup de films. Me semble-t-il que... alors, j'ai pas trop de noms des films qui ont fait un bid, mais qui sont restés dans les mémoires. Il me semble que c'était... c'était pas Seven. Fight Club, qui par exemple me semble-t-il qui n'a pas fait un très bon score et pourtant tout le monde s'en souvient. Il me semble que c'est ça. Voilà. Comme quoi, et oui, comme quoi. Mais il s'est endetté, hein. Il s'est endetté pendant des années, même à la fin, voilà, pour avoir fait son film, hein, vraiment. Et c'est ultra dommage parce que waouh, il y a vraiment, il y a des choses très très bien. Peut-être un poil long. Mais il a vraiment voulu faire dans toutes les situations des scènes gaguesques, si on peut dire ça ainsi. C'est très bien. Et franchement, je vous le conseille très fortement. Et ben voilà, messieurs, dames. Je crois que on en a terminé avec What the Ciné en solo. Voilà. On se retrouvera certainement dans 2 semaines. Voilà. J'espère que John pourra venir parce que bon, il me manque notre petit Denver. Hein. Bref, on parlera certainement du règne animal, on parlera certainement du procès Goldman, et ensuite je verrai bien. Et en rétro, je verrai bien avec les autres. Voilà, j'espère que Thibaut ou Sidi sera aussi là. Voilà, mais en tout cas, merci de m'avoir supporté pendant près de 2 heures. Voilà, je suis fortement pas du tout désolé pour vous. Voilà, mais en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été là. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et on se retrouve dimanche pour du jeu rétro, soit du Simpson ou soit sur du Naruto Shippuden. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Allez voir des films, c'est important. C'était Spherox en direct de What the Ciné. Ciao, bye!